Bienvenue dans Info Hebdo, l'info du Nord sélectionnée, recherchée, sourcée par nos journalistes de Média Ténois. Chaque semaine, ils vous expliquent les sujets qui ont fait l'actualité. Aujourd'hui, je suis accompagnée de deux journalistes de Média Ténois, Élodie Roy et Cristiano Pereira. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, au cœur de l'émission aujourd'hui, on retrouvera également Denis Laure. Il a rencontré Simon Cloutier, qui a quitté la Fédération nationale des commissions scolaires francophones en octobre dernier, après 11 ans de service, dont 3 à la présidence. Mais tout d'abord, que s'est-il passé de beau ou de moins beau dans les territoires du Nord-Ouest et alentours ? On commence avec toi, Cristiano, avec un sujet qui t'occupe et nous préoccupe depuis quelques semaines maintenant, le collège nordique. Alors pourquoi reparle-t-on cette fois-ci de cet établissement ? Oui, on en reparle parce que la crise du collège nordique ne s'est pas arrêtée avec les compressions budgétaires. Alors, il y a quelques jours, après les licenciements de septembre, 4 sénateurs canadiens ont décidé d'intervenir. Ils ont écrit une lettre ouverte au ministre fédéral des Finances pour lui demander de revoir les coupes. Et voilà, c'est quand même une première prise de position politique nationale dans ce dossier. Et elle arrive à un moment où l'établissement tente encore de stabiliser sa situation. Et alors, qu'est-ce qu'a dit cette lettre exactement ? Oui, la lettre dénonce une réduction importante du financement accordé au collège nordique. Donc, en gros, les sénateurs écrivent que ces compressions menacent directement l'accès à l'éducation en français dans le Grand Nord. Il rappelle que le collège est le seul établissement postsecondaire francophone au nord du parallèle 60. Et qu'il joue un rôle unique pour la francophonie et même pour l'enseignement des langues autochtones. Donc, ils appellent Ottawa à rétablir le financement coupé et à tenir compte de la fragilité des communautés francophones minoritaires. Et alors, le collège, il réagit comment à ça ? Oui, après la publication de la lettre, j'ai parlé avec le directeur, Patrick Arsenault. Il m'a dit avoir été très touché par ce geste de solidarité. Il y voit une reconnaissance du rôle que joue le collège nordique dans la vitalité francophone du Nord, non ? Mais il reste quand même prudent parce que il n'a pas eu de contact avec le gouvernement fédéral depuis la lettre et la situation financière n'a pas bougé. Donc les chiffres restent les mêmes malgré le soutien du gouvernement territorial. Le directeur continue d'espérer des solutions à long terme. Il affirme que le collège veut rester debout malgré une perte de financement qu'il qualifie de catastrophique. C'était ça son mot. Et peut-être des solutions pour les employés ? Parce que c'est quelque chose qui... Oui, et il a quand même dit que s'il réussit à récupérer des fonds, que la porte est toujours ouverte pour les employés qui ont été licenciés s'ils veulent toujours revenir. Ok, donc situation à suivre encore et encore, on verra. Dans les semaines à venir, ça va peut-être encore changer. Exactement. Alors, direction l'Assemblée législative maintenant. La session d'automne a commencé depuis quelques semaines. La semaine dernière, Cristiano, tu nous as rapporté que les sujets abordés tournaient autour de la crise du logement, de l'itinérance, des subventions liées aux feux de forêt. Alors, cette semaine, de quoi on parle ? Oui, on a eu des jours bien remplis avec beaucoup d'échanges et je dirais qu'il y a eu 3 grands sujets au cœur de ces échanges. D'abord, encore la crise du logement, encore une fois, et que c'était relancé après le feu dans le campement ici, dans le centre-ville d'Yellowknife, juste à côté de l'Assemblée en fait. Et ensuite, il y a eu pas mal de discussions aussi sur le système de santé, marqué un peu pour le manque de personnel et un peu la question de l'équité d'accès aux soins. Et enfin, il y a eu encore un autre sujet, que c'était le coût de vie, donc qui continue à monter partout dans le Nord.
Donc c'était en gros ces trois débats très concrets voilà, qui touchent directement tous les témoins. En fait. Mais alors, c'est quoi l'ambiance? Est-ce que le ton monte? Est-ce que la tension est palpable? Oui, moi je dirais que l'ambiance était un peu tendue parfois, parfois émotive aussi. Plusieurs députés ont exprimé leur frustration face à ce qu'ils perçoivent comme une lenteur administrative. Robert Hankis, par exemple, je pense qu'il était, lui, le plus visible dans ses interventions. Il a dénoncé le manque d'action sur la question des campements. À côté de lui, il avait toujours Kieran Start, aussi toujours très actif. Il a réclamé plus de transparence sur les postes vacants en santé. Et même du côté de l'économie, certains députés ont aussi rappelé que les familles et les commerçants n'arrivent plus à suivre la hausse de prix. Que c'est quelque chose qu'on sent tous ici, nous, à chaque fois qu'on va au supermarché. Donc, je dirais qu'on sent vraiment une impatience des députés à avoir des résultats concrets au-delà des annonces, des promesses et des press releases. Et que répond le gouvernement à ces critiques? Oui, le gouvernement, les ministres, ils ont un peu insisté toujours dans le temps, ils ont toujours insisté sur le travail en cours, en fait. La ministre du Logement, Lucy Kuptana, par exemple, elle a rappelé que des nouvelles unités modulaires de logement étaient prévues pour bientôt. Et en fait, même la nuit dernière, j'ai eu l'occasion de voir que il y a déjà des travaux en cours là dans le terrain qui est réservé pour les centres de logement transitoire. Donc, juste à côté de Folk on the Rocks, c'est ça? Exactement, juste à côté de Folk on the Rocks. Donc, c'est le terrain, on connaît ça, c'est le terrain du parking à côté de l'entrée. Donc, si on entre dans le festival, c'est le terrain à notre droite. Hier soir, j'ai vu déjà des machines là, il y a même quelques conteneurs, j'imagine que c'est pour les gens qui sont à faire des travaux. Là. Les employés, oui. Oui, donc on voit quand même déjà un peu d'action là, mais on reste toujours sans savoir quand est-ce que ça va ouvrir. Il y a quelques mois, le gouvernement a promis que c'était maintenant à l'automne. Et même maintenant, la ministre, elle n'a pas encore avancé une date précise. Donc on espère que c'est pour bientôt. Ouais, sujet à suivre. Et puis, du coup, là, la session là, à l'Assemblée, ça se termine vendredi, c'est ça? Exactement. Ok. Bon, bah, on aura encore des sujets la semaine prochaine, je pense. Voilà. On va en parler dans Info Hebdo. Je pense que ça va être ça. J'imagine déjà. Exactement. Le franco-ténois Simon Cloutier a joué un rôle majeur dans l'éducation en français à l'échelle du pays. Il a travaillé durant 11 ans à la Fédération nationale des commissions scolaires francophones. Il a quitté l'organisme en octobre dernier, alors qu'il le présidait depuis 3 ans. Denis Laure, tu as réalisé une entrevue avec lui le 24 octobre dernier. Simon Cloutier, vous quittez la Fédération nationale des commissions scolaires francophones après 11 ans d'engagement. Je peux vous demander pourquoi? Ben, écoutez, c'est simple, là, je veux dire, après avoir passé tant de temps, surtout les 3 dernières à la présidence, il faut comprendre que c'est un poste qui est quand même très demandant. Là. J'ai passé plus que la moitié des 3 dernières années à l'extérieur de la maison puis de la ville. Donc, combiner travail à temps plein, fédération, famille, était pas évident. Donc, après 3 ans, là, j'avais commencé à être fatigué un petit peu. Là, j'avais besoin de prendre une pause. Là. Plus qu'une décennie au cœur d'un organisme clé de la francophonie, de l'éducation, j'imagine que ça vous a permis de raffiner puis d'approfondir votre analyse de la situation. Est-ce qu'il y a des dossiers qui vous ont marqué plus que d'autres? Mais il y en a 2 en particulier. Là, la majoration là, de l'enveloppe du plan sur les langues officielles en éducation en était un important là, parce que je pense que de mémoire, là, c'est depuis 2002, il n'y avait pas eu de majoration alors que les effectifs partout au pays avaient augmenté beaucoup. Donc, la FNCSF avait travaillé d'arrache-pied là, pendant plusieurs années
pour finalement avoir une majoration dans le dernier plan 2023-2028. Donc ça, c'en était un. Et aussi l'autre dossier majeur était évidemment là, le dénombrement des ayants droit là, qui se faisait plusieurs décennies que les organismes nationaux, incluant la FNCSF, demandaient au gouvernement d'inclure des questions au recensement pour dénombrer les ayants droit. Donc finalement, on les a obtenus en 2021. On a eu notre premier dénombrement. Puis ces données-là sont extrêmement importantes pour les conseils scolaires pour leurs revendications en termes d'infrastructures, de programmes de financement. Donc ça, c'était très, très, très important. Puis là, maintenant, en date d'aujourd'hui, on continue encore à travailler avec le gouvernement pour s'assurer que ces questions-là restent au prochain recensement là, qui va avoir lieu l'année prochaine en 2026 pour qu'on puisse avoir une certaine continuité. Donc ça, c'était les deux dossiers majeurs, là, selon moi. D'accord. Vous quittez au moment plus ou moins simultané avec le 35e congrès de la Fédération. Vous êtes, j'imagine, plus ou moins le co-auteur du plan d'action 2025-2030. Pour un néophyte comme moi et comme d'autres, on dirait que ce plan d'action-là aurait pu être 2020-2025. On parle le financement de l'éducation en français qui devrait être augmenté, améliorer la communication et la gouvernance, avoir plus de formation. Ça aurait pu être ça en 2020 aussi, peut-être. Faut comprendre que c'est notre plan stratégique a été développé avec évidemment l'ensemble du conseil d'administration de la FNCSF, mais aussi en consultation avec nos membres, avec les parties prenantes, les autres organismes nationaux. Donc c'est pas c'est vraiment là un travail là, concerté. C'est pas juste moi ou juste notre direction générale qui a travaillé sur le dossier. C'est vraiment tout le monde. Mais par contre, vous avez raison de dire que si on regarde le plan actuel, ces choses-là auraient pu être là avant, puis ces choses-là étaient là avant. Le problème, c'est que ce qu'on se rend compte, puis souvent on a malheureusement tendance à, je dirais pas oublier, mais mettre de côté un peu, c'est qu'on a tellement des grosses priorités sur lesquelles on travaille souvent qu'on oublie des fois ou on met de côté un peu les efforts qu'on doit faire à l'interne. Donc, tu sais, quand on parle d'augmenter les occasions de formation, ben c'est encore important, puis c'est encore pertinent, puis c'est pour ça que ça fait encore partie du plan. C'est pour nous aider, pour aider les membres de la FNCSF à ne pas oublier ces choses-là qui souvent, comme vous l'avez dit, semblent des choses de base, mais pour être sûr qu'on va continuer à les appliquer, on les ajoute là, à notre plan stratégique pour que les gens au conseil d'administration, les nouvelles personnes soient en mesure de mettre ça en place puis de continuer sur ce qu'on a déjà fait. Puis c'est pour ça que nos cibles, ce que vous voyez pas dans le plan, mais nos cibles à atteindre, nos indicateurs de rendement sont quand même beaucoup plus élevés que ce qu'on avait avant pour s'assurer justement qu'on va continuer d'augmenter ces opportunités-là. D'accord. Donc, il y a des cibles qui sont pas identifiées dans le document comme tel, mais que vous avez, puis qui mettent la barre plus haute, peut-être. Non, exactement. Tu sais, quand on fait un plan stratégique pour que ça soit facile à comprendre et facile à consulter, c'est souvent sur une ou un 2 pages, un document de 2 pages, mais comme tout organisme qui se respecte, on a aussi des indicateurs de rendement à l'interne pour s'assurer justement qu'on mette le plan stratégique en place, mais pour s'assurer aussi qu'on le fasse de la bonne façon. Donc, nos indicateurs de rendement sont quand même là maintenant assez exigeants pour s'assurer que la fédération là justement augmente son positionnement, mais augmente aussi ses opportunités dépendamment là, des points là, au plan stratégique. C'est ça. Vous parlez d'augmentation. On a toujours l'impression que la francophonie au Canada est en péril, qu'elle peut jamais se reposer sur une espèce de sécurité parce les francophones sont minoritaires. Ça donne l'impression de toujours une espèce de vigilance constante qui est nécessaire si on veut pas avoir de recul dans les acquis. Non, effectivement, c'est très bien expliqué. C'est exactement ça. Je veux dire, à partir du moment où on a obtenu l'arrêt Mahé en 1990, qui a mené à la création des conseils scolaires francophones un peu partout au pays. Je veux dire, le dossier n'était pas réglé. Il y a on continue d'évoluer avec le temps, on continue d'évoluer avec les changements à la charte, les décisions de la Cour suprême qui s'ajustent aussi en fonction de la période à laquelle nous sommes. Il y a plusieurs jugements de la Cour suprême qui sont arrivés dans les derniers 6-7 ans qui auraient été impensables au début des années 90, mais c'est normal parce que c'est exactement la raison pourquoi la charte est là puis pourquoi la charte comporte des objets. C'est pour justement permettre aux juges de dire
voici pourquoi cet article-là a été mis en place, voici les buts, ce qu'on espérait atteindre en mettant ça, mais évidemment, lorsque la charte a été écrite et signée, on pouvait pas prédire ce que le Canada de 2025 aurait l'air à ce moment-là, donc c'est à la Cour suprême souvent de trancher puis de légiférer pour s'assurer que justement l'objet de la charte puis de l'article 23 dans notre cas soit respecté. Donc, on s'ajuste, on évolue, mais vous avez raison, malheureusement, trop souvent, les francophones sont les premiers à être coupés lorsqu'on parle de coupure au niveau national. Puis, il faut être très, très, très vigilant pour s'assurer que nos droits sont Parler respectés. de 2025, si je peux revenir brièvement aux cibles en immigration francophone, celle pour 2025, c'est 8,5% d'immigration francophone sur le total des immigrants. Ça monte à 9,5 l'année suivante, à 10 en 2027. Est-ce que c'est des chiffres qui sont suffisants selon vous? Puis est-ce que les cibles qui sont fixées en général sont-elles atteintes? Ben, écoute, il y a deux volets, il y a deux volets à la question. Est-ce que les cibles sont suffisantes? C'est certainement un très bon pas dans la bonne direction parce que, comme on le sait, puis on regarde les données du passé, c'est extrêmement difficile. Donc, c'est un pas dans la très, très bonne direction pour au moins essayer de freiner justement l'écart entre les anglophones, la population anglophone et la population francophone. Maintenant, la deuxième partie de la question qui est très, très, très pertinente, c'est est-ce qu'on va mettre en place les mesures nécessaires pour s'assurer d'atteindre ces cibles? Mais ça, évidemment, ça reste à voir, mais je pense qu'on a quand même confiance avec tout le travail qui a été fait avec les décideurs publics à Ottawa, puis les mesures qui ont été entreprises ou proposées d'être mises sur place pour s'assurer qu'on va atteindre ces cibles-là. Je pense que c'est des cibles ambitieuses, mais je pense qu'on a quand même des bonnes chances de les atteindre. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup d'organismes nationaux qui travaillent sur le dossier puis qui justement démontrent une certaine vigilance pour s'assurer puis suivre les données pour s'assurer que si on n'est pas en mesure d'atteindre très très rapidement ces cibles-là, qu'on peut se corriger le tir pour que quand on va arriver à la fin du plan, qu'on soit capable d'atteindre le 12% qui est proposé là. L'immigration, j'imagine, est un dossier clé pour garder une francophonie vivante au Canada. C'est clair parce que je veux dire, on se comptera pas de menterie. L'écart démographique entre les anglophones puis les francophones continue de s'accentuer. Donc c'est par l'immigration qu'on peut réussir là, à garder une certaine là, un certain niveau pour éviter de glisser encore plus bas. Puis évidemment pour nous, puis pour les conseils scolaires, c'est l'immigration francophone est quelque chose d'extrêmement important parce que justement ça permet d'avoir souvent plus d'inscriptions dans les écoles, d'avoir maintenant des meilleures infrastructures, d'avoir plus de financement pour offrir plus de programmes. Donc, quand on parle d'équivalence réelle en éducation, ben c'est une des façons que ça nous permet de l'atteindre, malgré que ça ne met pas de côté là, les obligations des gouvernements provinciaux et territoriaux à nous fournir justement les moyens nécessaires pour offrir cette éducation-là. Mais à la fin de la journée, faut quand même admettre que ça permet au conseil scolaire à travers le pays là, de justement être en mesure là, de mieux atteindre ou de potentiellement atteindre l'équivalence réelle en ayant plus d'inscriptions. Là, c'est évidemment le moyen le plus simple et le plus rapide. Là. Est-ce que la fédération s'est impliquée dans le dossier de l'école francophone à Fort Smith? La fédération, à ce moment-ci, non, parce que le rôle de la fédération est quand même de soutenir ses membres. Et dans ce cas-ci, le membre est la commission scolaire francophone des TNO. Et selon ce que la FNCSF en comprend, c'est que nous, la CSF-TNO n'est pas encore directement impliquée dans le dossier parce que la poursuite est entre des parents de Fort Smith et le gouvernement des TNO. Mais c'est sûr que pour la fédération, puis ça a toujours été comme ça dans le passé, si on a un membre à travers le pays qui lève la main et qui dit nous on a besoin de soutien, ben la FNCSF n'hésitera jamais à offrir le soutien nécessaire à son membre. Mais puis là je peux parler jusqu'à samedi parce que je suis plus là depuis samedi, mais jusqu'à samedi il n'y avait pas eu de demande qui avait été reçue pour justement là prendre position officielle sur ce dossier là. D'un point de vue personnel, est-ce que c'est un dossier que vous allez observer maintenant que vous êtes dégagé quand même de vos obligations?
dans la Oui, ben fédération? c'était un dossier que personnellement j'observais déjà comme résident de Yellowknife des territoires du Nord-Ouest. C'est toujours membre du conseil d'administration de la CSFTNO, donc c'est évidemment un dossier que je suivais que je suivais puis que je suis encore de très près. Mais évidemment, je peux pas m'avancer aujourd'hui plus que je suis pas le porte-parole officiel de la CSFTNO. Je peux pas trop m'avancer autre que dire que non, c'est un dossier que je suis avec beaucoup d'intérêt. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous êtes encore impliqué dans la CSFTNO? Effectivement, il reste 2 ans à mon mandat de commissaire scolaire. Donc, oui, je suis encore impliqué dans la CSFTNO. OK, donc votre congé n'est pas total encore, là. Non, mon congé est pas total. Puis, je veux dire, la CSFTNO prend quand même beaucoup de temps pour les gens qui s'impliquent. Mais les deux ensemble, CSFTNO, FNCSF combiné, étaient quand même Ben beaucoup oui. plus demandants, là, pour être Ouais, honnête. ouais. Quelles sont vos attentes dans le rapport à la francophonie du gouvernement Carney, alors qu'il y a un contexte où l'économie et la défense sont peut-être encore plus à l'avant-plan qu'ils l'étaient dans les années précédentes? Ben, écoute, c'est sûr se cachera pas, puis je me cacherai pas en disant qu'il y a quand même une certaine inquiétude. Je pense au niveau de la francophonie en général, parce qu'encore une fois, puis c'est ce que j'expliquais dans une réponse un peu plus tôt, c'est malheureusement on est souvent les premiers à être coupés parce que c'est facile de couper les gens là tu sais qu'on pourrait dire entre guillemets les petits joueurs au niveau du gouvernement. Donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Par contre, je pense que ça crée quand même aussi certaines opportunités. Parce que oui, le gouvernement fédéral ne mise pas directement sur la francophonie, mais il faut quand même pas oublier que les francophones représentent quand même une grande partie de l'économie fédérale. Puis on peut être un excellent partenaire économique. Puis la francophonie ajoute une valeur économique aussi, parce qu'on sait, c'est prouvé, les études le démontrent, les employés ou les emplois bilingues souvent vont avoir une rémunération plus élevée, donc génèrent encore plus de potentiel économique pour les familles. Donc, ça a un impact. C'est vraiment d'ajuster le message pour s'assurer que le gouvernement fédéral comprenne bien ça, que pour améliorer son économie, il doit aussi investir dans la francophonie. Et c'est aussi vrai au niveau de la défense nationale, parce qu'au niveau de la défense nationale, on a quand même, je me rappelle pas des dernières statistiques, là, mais en gros, plus d'un quart des membres des forces canadiennes sont des francophones. Si on est pour augmenter le niveau de militaires dans les forces canadiennes, puis augmenter les bases un peu partout au pays, ben il faut quand même être en mesure d'offrir des services francophones autour de ces centres-là, puis à ces militaires-là, puis à ces familles militaires-là, en créant plus d'opportunités d'éducation en français, plus de services au niveau des organismes à but non lucratif, que ce soit culturel, socioculturel, peu importe. Donc, plus de francophones dans les régions, autour des bases militaires, plus de services francophones vont être demandés. Donc pour les deux dossiers, je suis d'accord avec vous que quand on les regarde de très haut, ça peut sembler négatif pour les francophones, mais en même temps, c'est une opportunité pour eux aussi de démontrer au gouvernement que si on veut justement atteindre des meilleures cibles en économie puis des meilleures cibles au niveau de la défense nationale, il faut investir dans les francophones. Merci beaucoup, Simon Cloutier, d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup, j'apprécie. Merci beaucoup, Denis, pour ce long entretien avec Simon Cloutier. Je me tourne maintenant vers toi, Elodie. Alors, cette semaine avait lieu le 30e Café Emploi du CDTNO. Alors déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est exactement et à quoi sert cet événement ? Oui, bien sûr. Eh bien, le Café Emploi, c'est une initiative du CDETNO qui existe depuis 30 ans maintenant. L'idée, c'est de créer un espace de rencontre entre les employeurs et les chercheurs d'emploi. C'est très convivial, ça se passe en fin de journée et les gens peuvent venir discuter, remettre leur CV et simplement découvrir ce qui se passe sur le marché du travail localement ici à Yellowknife. C'est devenu quand même un rendez-vous pas mal incontournable ici à Yellowknife, autant pour les francophones que pour les anglophones. Alors 30 éditions, donc 30 ans, c'est assez impressionnant. Et qu'est-ce que cette longévité nous dit sur l'importance de ce rendez-vous pour la communauté notamment ? Oui, ben c'est un bel accomplissement quand même. 30 ans, c'est pas rien. Ça montre que le besoin est toujours là et que la formule fonctionne. Le Café Emploi a su évoluer avec le temps, surtout après la période de la pandémie qui a dû migrer en virtuel. Alors, c'était un peu plus compliqué. Mais aujourd'hui, c'est redevenu un événement fort du calendrier local où tout le monde, des jeunes diplômés ou travailleurs expérimentés, peut trouver de nouvelles opportunités ou de nouvelles carrières. Quand je suis allée à l'événement, j'ai pu parler avec Audrey Escandon,
agente en développement économique et innovation, qui a géré la co-animation de l'événement, qui mentionnait que l'événement devient presque une tradition à Yellowknife, que les gens l'attendent à chaque année parce qu'ils savent que c'est un bon endroit pour rencontrer les employeurs, découvrir des offres d'emploi et échanger avec les gens. Alors, ça prouve que le Café Emploi répond toujours à un besoin réel et qu'il fait maintenant partie du tissu communautaire de Yellowknife. Et alors, pourquoi c'est intéressant pour les entreprises de participer et à la prochaine édition? Parce qu'il va y en avoir une prochaine, j'imagine. Oui, absolument. Ça va continuer dans les années à venir, c'est sûr et certain. Et pour les entreprises, c'est une super occasion de rencontrer directement des candidats super motivés. C'est aussi une façon de faire connaître leur organisation et de tisser des liens dans la communauté. Le CDE-TNO offre même un accompagnement personnalisé aux employeurs qui veulent participer. Donc, c'est gagnant-gagnant. Les employeurs trouvent des talents et les chercheurs d'emploi découvrent des opportunités sans passer par des démarches super compliquées. Eh ben, merci beaucoup, Élodie. Merci à tous les deux. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Et puis, rendez-vous à la semaine prochaine dans Info Hebdo pour de nouvelles informations. À la semaine prochaine. Bonne journée! Vous pouvez retrouver les articles au complet et bien d'autres en accès libre directement sur notre site internet à l'adresse mediatenois.ca. Le fil d'actualité est mis à jour quotidiennement. Pour ne rien louper, n'hésitez surtout pas à vous inscrire également sur notre site à notre infolettre pour recevoir votre journal chaque vendredi dans votre boîte courriel. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, cherchez Fil Info Ténois. Et sur X, Blue Sky et YouTube, cherchez Média Ténois.